Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Dans l'actualité de ce mardi, l'ancien président tchadien Hissène Habré est mort des suites du Covid-19. Emprisonné au Sénégal depuis 2016, il aurait contracté le virus dans une clinique à Dakar. À suivre dans cette édition, les précisions du ministre sénégalais de la Justice, Maître Malick Sall. Et les victimes du régime Habré sans réparation. Human Rights Watch se dit inquiet pour leur avenir. C'est à suivre dans quelques instants. Déclenché ce week-end, le plan Orsec toujours pas opérationnel sur le terrain. Keur-Massar s'impatiente puisque la météo est aléatoire. Des étudiants infirmiers et sages-femmes d'État renvoyés des écoles privées de formation. L'État n'aurait pas payé leurs études depuis un peu plus de 2 ans. Et à découvrir d'en réussir au Sénégal, une histoire impressionnante et inspirante, et c'est celle de Ousmane Diao. Il y a 10 ans, il parcourait les rues de Dakar pieds nus pour mendier. Aujourd'hui, il est propriétaire d'une petite entreprise de chaussures. À la une, donc, le décès de Hissène Habré annoncé très tôt ce matin. L'ancien président tchadien est mort du coronavirus à l'âge de 79 ans et avec sa disparition, l'indemnisation des victimes préoccupe Human Rights Watch. Le conseil juridique de l'ONG rappelle que ces victimes tchadiennes attendaient toujours réparation. Je vous propose de l'écouter, Reed Brody. C'est une journée triste, le mort de quelqu'un, même quelqu'un condamné des pires crimes, est toujours motif de tristesse et nous fait penser à la mortalité de Hissène Habré et aussi à la mortalité de ces victimes qui meurent les unes après les autres. Hissène Habré, il faut le dire, et l'histoire retiendra que Hissène Habré a été condamné pour des milliers d'assassinats, pour torture systématique, pour envoyer des femmes comme esclaves sexuelles. Et ces victimes-là, qui ont mené un combat, pas pour la revanche, donc elles ne sont pas contentes aujourd'hui, elles ne sont pas heureuses aujourd'hui, mais pour la justice. Et il faut dire que ces victimes n'ont pas été indemnisées. Hissène Habré avait été condamné à payer les victimes. L'Union africaine a été mandatée pour mettre en place une forme de réparation et le gouvernement tchadien avait été condamné pour payer les victimes. Mais ces héros d'Afrique qui sont organisés pour demander à obtenir justice n'ont rien reçu. Donc aujourd'hui, je pense à la famille d'Hissène Habré et je pense aux victimes et à leur famille. Hissène Habré était depuis 2016 emprisonné ici au Sénégal pour crimes contre l'humanité. De Ouakam aux Amadi, ceux qui l'ont connu ou côtoyé ont témoigné dans ce reportage de Boubacar Dien avec Seydina Maya. Ouakam, un calme plat au domicile de l'ancien président tchadien. Seuls 2 vigilent à l'entrée, la famille absente selon eux. Les voisins qui n'ont pas souhaité se prononcer devant notre caméra retiennent de l'homme quelqu'un de bien, une personne affable. Après Ouakam, les Almadies, ici, des consignes ont été données. Il ne faut recevoir personne. Tout de même, l'un de ses voisins témoigne. Bon, pour moi, ce que je peux vous dire, bon, c'est un gars qui s'est trop réservé. Bon, il n'avait pas de problème envers que les autres gens. Bon, c'est un gars poli, d'après moi, ce que j'ai vu, quoi. Mais bon, moi, je ne le connaissais pas de trop parce que bon, c'est un gars qui s'est réservé. Condamné à vie pour crime contre l'humanité, Hissène Habré décède des suites de complications liées à la Covid-19. D'ailleurs, son épouse avait fait un communiqué pour attirer l'attention sur l'état de santé de son mari.
Et les précisions du gouvernement du Sénégal à travers le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, affirme que Hissène Habré a contracté le Covid-19 dans une clinique à Dakar. Son décès, par contre, est survenu à l'hôpital principal. Maître Malick Sall avec Alassane Samba Diop. La position officielle du gouvernement sénégal, c'est qu'effectivement, d'abord confirmer, dire tout simplement que le chef de l'État et son gouvernement présentent ses condoléances les plus attristées effectivement à la famille d'Habré, au peuple tchadien et au peuple sénégalais en son nom, qui a accueilli Habré dans la dignité et qui l'a accompagné jusqu'à la fin de son parcours de vie. Et il dit tout simplement également que M. Habré avait été confié au Sénégal pour sa détention et que il y a quelques jours de cela, que Mme Habré a estimé que M. Habré était un peu souffrant, avait saisi l'administration pénitentiaire pour demander à ce qu'il soit transféré dans une clinique privée haut de gamme qu'il avait choisie. Et nous avons été informés de cela et puis vu les éléments qui avaient été donnés, effectivement, il avait été fait droit à cette demande-là. Et malheureusement, c'est au niveau de cette clinique-là qu'il a attrapé la Covid. Et donc, dans la nuit où l'information nous a été portée par le directeur de l'administration pénitentiaire, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a immédiatement demandé au directeur de l'hôpital principal et à son médecin personnel de prendre en charge Habré et pour effectivement l'évacuer et l'installer effectivement au niveau de l'hôpital principal. Et comme vous savez, l'hôpital principal, c'est quand même notre meilleur plateau médical ici au Sénégal. Hissène Habré était quand même ancien chef d'État. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui sont prises pour son inhumation? Vous savez, Habré, ça, je crois que ça dépend plus de sa famille. N'oublions pas également que d'abord, il est décédé de la Covid et que pour le décès de Covid, il y a quand même un certain protocole et que le reste, Habré était un Tchadien. Je pense que ça doit relever du ministère des Affaires étrangères. Je ne sais pas quel est le comportement du gouvernement tchadien à ce niveau-là, mais je pense que cela relève plutôt effectivement de la famille d'Habré et du gouvernement tchadien. Actualité au Sénégal, c'est toujours et encore les inondations. Après la banlieue de Dakar, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, est attendu à Toba au chevet des sinistrés. Mais à Damatou, un quartier touché par les inondations, des initiatives ont déjà été entamées pour évacuer les eaux. Goranaklo et Tchernoff est sur place. L'évacuation des eaux pluviales se poursuit à Touba, où les impactés des inondations se mobilisent pour faire face à d'éventuelles circonstances, d'où leur invite aux autorités administratives à doubler d'efforts pour un assainissement adéquat dans certains quartiers de la cité religieuse. Ce qui pose problème en est qu'il n'y a pas de réseau d'assainissement pour évacuer les eaux pluviales, raison pour laquelle, après chaque pluie, Ndamatou et environ restent coupés des autres localités. Un appel qui ne laisse pas indifférent Cheikh Abdou Bara Doli, qui à son tour a apporté son aide aux sinistrés. Qui dit Ndamatou pense forcément aux inondations, raison pour laquelle j'ai apporté ma modeste contribution pour assister les sinistrés, car l'État a failli à sa mission et pourtant des solutions existent pour résoudre définitivement l'équation des inondations. Ainsi, le député à l'Assemblée nationale profite de l'occasion pour tirer à boulet rouge sur le maire de la ville de Touba. L'inertie du maire face à la situation est inadmissible. C'est pourquoi nous réclamons son départ à la tête de la municipalité. Il n'a posé aucun jalon pour assister les impactés des inondations, alors qu'il a un budget. À Touba, des centaines de familles impactées par les inondations attendent toujours la visite du ministre de l'Intérieur après le déclenchement du plan Orsec. Et les cadres du parti politique PASTEF ont exprimé leur compassion et solidarité à l'endroit des familles touchées par les inondations. Ils se montrent cependant sceptiques quant à l'efficacité du plan Orsec. C'est de l'utopie, selon ces responsables du PASTEF, Abdoulrahmane avec Moussa Fall, pour le compte-rendu de leur conférence de presse aujourd'hui. Un constat qui n'a fait que trop durer à leurs yeux. Le mouvement national des cadres de PASTEF déplore la récurrence des inondations qui causent chaque année des dégâts mettant des populations dans des situations inconfortables.
conséquence d'une mauvaise orientation des priorités du gouvernement selon les cadres du PASTEF. Pour eux, des moyens suffisants doivent être déployés pour renforcer la stratégie enclenchée, le plan Orsec. D'augmenter l'enveloppe dérisoire du plan Orsec en ponctionnant sur le budget des institutions clientélistes et budgétivores inutiles pour le peuple sénégalais. Faire l'évaluation des pertes et dommages dans toutes les zones sinistrées. Indemniser toutes les familles sinistrées. Déployer des moyens suffisants pour le pompage des eaux dans les zones inondées. Déplacer certaines familles sinistrées pour les loger dans des sites provisoires. Le PASTEF ne s'est pas privé d'attaquer le plan décennal de lutte contre les inondations, estimé à plus de 750 milliards et dont plus de 500 milliards sont déjà dépensés, précise-t-il. Une mauvaise gouvernance financière de l'État qui doit inciter le ministre des collectivités territoriales, du développement, de l'aménagement du territoire à impulser une enquête pour situer les responsabilités. Lui qui avait annoncé que plus de 80% du travail est déjà réalisé. Ce taux d'exécution financière ne traduit pas les réalités sur le terrain en termes de baisse des risques liés aux inondations. La responsabilité devrait lui commander, devant la gravité d'une telle affirmation, d'annoncer une enquête pour situer les responsabilités. La départementalisation de Keur Massar, une solution utopique aux yeux du PASTEF. Par ailleurs, ce parti politique considère qu'une bonne politique d'aménagement du territoire peut régler le problème. Il s'agira de promouvoir une véritable politique d'aménagement du territoire en mettant en œuvre le nouveau plan national d'aménagement et de développement territorial, le PNADT, dont la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires est promulguée depuis janvier 2021. Mettre la planification urbaine au cœur des politiques publiques afin de garantir aux populations un meilleur cadre de vie. Après avoir regretté les propos du ministre Oumar Gueye faisant le rapprochement entre les inondations du Sénégal et dans certains pays européens, les cadres du PASTEF invitent les Sénégalais à une mobilisation de soutien aux populations sinistrées. Le plan Orsec, justement, comme vous le savez, ça a été déclenché ce week-end, mais constat sur le terrain, sa mise en œuvre n'est pas encore effective. À Keur Massar, par exemple, aucun dispositif n'est jusque-là installé et les sinistrés sont encore plus inquiets. Illustration dans ce reportage de Mamadou Lamine Fassi. La visite du ministre de l'Intérieur à Keur Massar n'a rien changé en dépit du déclenchement du plan Orsec au secours des populations. Pour vous dire la vérité, je viens de sortir de chez moi aujourd'hui. Depuis que la pluie a plu, j'avais une hauteur d'eau jusqu'à 1,50 m de chez moi. Comme j'ai des enfants et que je suis seul à la maison, c'est pourquoi je suis en train de veiller sur les enfants pour ne pas sortir. Surtout avec l'eau, c'est tellement dangereux. Et nos voisins qui sont, tout un chacun qui est au rez-de-chaussée est sorti. Ils ont tous déménagé. Il n'y a plus personne à la maison. Il n'y a aucun dispositif, si ce n'est qu'ici au niveau de Canibas. Mais en profondeur, on n'a rien vu pour le moment. Nous n'avons rien vu comme dispositif. Et nous lançons un appel aux autorités de venir faire, de nous donner un coup de main sur ce dispositif que vous parlez. À l'unité 3 et Camille-Basse, des quartiers y réceptacles des eaux en provenance des autres zones inondées. Ici, seule une pompe sur les lieux. Une pompe totalement HS. Selon le chef de quartier de Camille-Basse, sur plus de 500 maisons, les 240 sont sous les eaux. Pour le moment, il n'y a pas encore de changement. Peut-être que le temps est court. Parce que depuis hier à aujourd'hui, il n'y a pas encore 24 heures. On attend peut-être qu'ils vont réagir. On pense qu'ils vont réagir dans les 12 heures, dans les 24 heures, dans les 48 heures qui suivent. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de changement. Ce qui était là hier, c'est là qu'il y a toujours aujourd'hui. Donc il n'y a pas encore de changement. Encore. Non, nous ne le voyons pas. Peut-être qu'ailleurs, mais ici, on l'a pas vu. À Camille-Basse, nous avons mis 2 pompes près de ma maison. C'est ces pompes qui ont permis de nous faire baisser cette prix-là. Parce qu'il y a une pompe que le ministre nous a remis, mais c'est les sapeurs qui le font marcher. La pompe marche maximum 2 heures, 3 heures de temps par jour. Et ça ne peut pas évacuer de l'eau. On a beau parler, ils disent qu'il faut qu'ils reposent la pompe. Les gens ont des problèmes pour reposer des pompes. La mise en œuvre du plan d'organisation des secours, très attendu par les populations sinistrées des quartiers inondés de Keur Massar,
Elle continue d'espérer un rayon de soleil pendant que les motopompes restent silencieuses. Pendant ce temps aussi, la gestion des fonds alloués à la question des inondations alimente la polémique. L'Assemblée nationale et l'OFNAC interpellés, mais le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, tient à préciser ceci. Des contrôles réguliers existent déjà et l'État a déjà déployé plusieurs efforts dans ce sens. Pape Ibrahima Ndiaye. Un plan Orsec déclenché, un agenda décennal bientôt à terme, mais des populations encore sous les eaux. Une situation qui pousse des voix à réclamer un audit sur l'argent injecté dans les inondations. Le ministre eau et assainissement Tempère remet en cause la pertinence d'une telle revendication tout en insistant sur les contrôles effectués et en cours. Les programmes que nous avons, je prends l'exemple du programme décennal de lutte contre les inondations. Il y a une partie qui est dans le PROJEP, qui est exécutée par la Banque mondiale. Les financements de la Banque mondiale ou d'autres partenaires sont audités chaque année. Chaque année, il y a des auditeurs qui sont désignés par les partenaires techniques et financiers qui sont désignés en accord avec le gouvernement par les partenaires techniques et financiers qui sont des cabinets d'audit indépendants et qui auditent et qui disent que le projet a été exécuté dans les règles de l'art. Parce que dans ces institutions-là, si un franc a été dépensé et qui n'est pas éligible à la dépense, le gouvernement doit rembourser ce franc-là. Pour les experts, des politiques et des familles concernées, déclencher Orsec, annoncer des milliards, une méthode inefficace qui peine à donner des résultats. En guise de réponse, Mbaye Thiam détaille des actions déjà réalisées et des évaluations sur le terrain. La dernière date de 2020 et cette évaluation a permis de constater que sur les 766 milliards qui étaient prévus dans ce programme, 66% ont été exécutés, soit un montant de 511 milliards de francs CFA. À la suite de cette évaluation, une mission d'information parlementaire a sillonné les 14 régions du Sénégal et a visité les ouvrages qui ont été exécutés. Et cette mission, nulle part dans le rapport, il n'a été dit qu'un ouvrage indiqué par le gouvernement n'a pas été vu sur le terrain. Une autre annonce, mais cette fois-ci en perspective de la part du ministre eau et assainissement. L'État travaille sur une cartographie nationale des zones touchées pour apporter de meilleures réponses face aux inondations. Et l'autre titre de ce mardi, 100 nouveaux étudiants renvoyés des établissements privés. Ce sont des infirmiers et sages-femmes d'État et cela fait 2 ans et demi et leur école de formation n'a pas reçu de paiement de l'État. Je vous propose d'écouter le porte-parole de ces étudiants, Sarah Meng, au micro de Seynabou Babou et Emma Falfal. Ce qui se passe aujourd'hui est que depuis une semaine, les établissements privés ont renvoyé les étudiants. Pourquoi ? Parce que ce même État refuse d'honorer ses engagements vis-à-vis à ces établissements privés. Et ceux qui vont en souffrir, c'est principalement les étudiants. Raison pour laquelle on est là aujourd'hui, pour alerter l'opinion publique et de dire au ministre de bien vouloir respecter ses engagements, qui est de payer ces établissements. Parce que nous notons aujourd'hui un manque de volonté de la part du ministre Cheikh Oumar Anne. Et nous lui disons que nous ne reculerons devant rien. Et nous mènerons ce combat jusqu'au bout, quelle que soit l'issue. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre avenir qui est en jeu. Et nous lui rappelons également, M. Cheikh Oumar Anne, qu'aujourd'hui, surtout nous du domaine de la santé, parce que demain, c'est nous qui serons dans les structures sanitaires. Et dans ce contexte de pandémie, où nos hôpitaux ont plus que jamais besoin de personnel santé, vous vous rendez compte que parmi les étudiants renvoyés, il y a des agents de santé. Nous disons que c'est inadmissible et c'est vraiment paradoxal. Et autre chose également, nous constatons que l'État n'a aucun respect ni de considération envers les étudiants orientés du privé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on nous renvoie de ces écoles-là. Et si vous prenez les bourses également, c'est seulement les étudiants orientés du privé qui ont des difficultés pour percevoir ces bourses. Nous disons qu'aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on nous traite au même pied d'égalité que les étudiants orientés dans les universités publiques. Parce qu'eux, ils ont le bac et qu'également nous, on a le bac. Et on n'a pas choisi d'être dans le privé. C'est leur politique, donc ils n'ont qu'à assumer leur politique. Situé dans la commune de Rufisque-Ouest, le quartier Mberta-Oufer cohabite mal avec la carrière de béton. Malgré plusieurs complaintes et des sommations, les activités se poursuivent. Les riverains impactés par les conséquences des exploitations menacent de sévir.
Malgré les actes posés par les populations de Mbertofer pour la fermeture d'une carrière de béton dans leur quartier, l'exploitation continue, ce que dénoncent les riverains. Les actions ont été menées depuis 2018 en interpellant le maire de Rufisque, le sous-préfet de Rufisque. Malgré cela, l'exploitant est toujours là. Il s'entête aujourd'hui à quitter les lieux. Pas plus tard qu'il y a 2 mois de cela, une sommation de déguerpissement lui a été délivrée par le préfet, plus une mise en demeure qui a été signée par le maire. Donc aujourd'hui, la population est vraiment au désarroi. La cohabitation avec la carrière devient de plus en plus dangereuse selon les populations. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à l'insécurité, au tapage sonore de ces engins-là qui sont là. Parce que derrière cet immeuble, il y a une école. Donc je pense que ces gens-là qui sont là, ils sont en train même d'obstruer l'accès et de mener en fait en danger la vie des populations. La hantise des inondations est aussi présente chez les populations de Mbertofer. Donc nous sommes exposés à un problème d'évacuation des eaux. Malgré le fait qu'aujourd'hui on a un canal d'évacuation, nous n'avons pas aujourd'hui de circuit qui puisse drainer ces eaux pluvieuses-là. Donc souvent c'est des bâtiments qui font obstacle à cela. Donc c'est un cri du cœur des populations. Nous interpellons les autorités compétentes de ce pays pour que quand même qu'on puisse au moins, ces eaux stagnantes-là puissent au moins suivre un circuit normal pour aller atteindre le canal d'évacuation des eaux. Les populations de Mbertofer donnent un délai de 10 jours à l'exploitant de la carrière pour quitter les lieux, faute de quoi elles vont prendre leurs responsabilités. Et cette actualité internationale, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a annoncé la décision de l'Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc à partir d'aujourd'hui. Le ministre a précisé cependant que cette décision n'aura pas d'impact sur les citoyens et les ressortissants des 2 pays, dans le sens où l'administration consulaire va continuer d'effectuer ses tâches dans le strict respect des usages internationaux en Algérie comme au Maroc. Une note de basket à présent. La 30e édition de l'Afrobasket masculin a démarré ce mardi au complexe Kigali Arena. À l'affiche aujourd'hui, Tunisie, Guinée, Saïko Seydi est notre envoyé spécial. Il nous en dit plus. C'est le tenant du titre, la Tunisie, qui a ouvert le bal par une démonstration de force devant la Guinée 82-46. Avec une belle prestation du doyen de l'équipe, le pivot Saleh Mejri, auteur de 17 points. Le deuxième match du groupe sera remporté par l'Égypte 72-56 face au Centrafrique. La Guinée fera face au Centrafrique jeudi. Le derby de l'Afrique du Nord opposera l'Égypte à la Tunisie. La cérémonie officielle s'est tenue à 14h GMT dans une ambiance morose. Attendu, le président de la République, Paul Kagame, est arrivé sur les lieux au cours du deuxième quart-temps du match qui opposait son pays, le Rwanda, à la RD Congo. Le pays était d'ailleurs très inspiré ce mardi devant son public. Les joueurs entraînés par le Sénégalais Cheikh Sarr ont renversé la RD Congo 82-68 à l'issue d'un match fou. La Fédération rwandaise de basketball avec le comité local d'organisation a pris toutes les dispositions nécessaires pour que le tournoi se déroule normalement. En ces périodes de pandémie, l'instance ne lésine pas sur les moyens pour éviter la propagation du virus. Toutes les délégations d'équipes sont logées dans des bulles. Pour toute personne qui compte participer au match, il est impératif de faire des tests rapides tous les 48 heures. Les tests se font au stade de football Ama-Oro. Les résultats sont disponibles une dizaine de minutes sur un site. Le port du masque étant obligatoire à Kigali, le carnet de vaccination peut être aussi sollicité parfois dans les portes d'entrée. Dans la salle, il faut également respecter la distanciation physique. Les contrôles devant les portes d'accès sont également très stricts. Les billets pour accéder au stade coûtent entre 4 500 et 7 500 francs CFA selon les places. Et la vente se fait en ligne sur un site partenaire. Pour la presse, il faudra être dans les bulles pour avoir accès aux équipes et participer aux conférences de presse d'après-match. Le Sénégal joue ce mercredi à 16h, heure de Dakar, contre l'Ouganda pour son match d'ouverture.
Il y a 10 ans, il marchait pieds nus dans les rues de Dakar. Ousmane Diaw est passé de mendiant à propriétaire d'une grande boutique de chaussures. Ici au Sénégal raconte ce soir son histoire et c'est avec Omar Khan. D'un petit talibé errant dans les rues de Dakar, sans chaussures, Ousmane Diaw est passé à propriétaire d'une grande boutique de vente de chaussures. Né en l'an 2000, il vient à Dakar en 2007 pour l'école coranique dans un dara à Niaritali. Un Saloum qui n'a jamais quitté son village natal et qui débarque un beau jour à Dakar. L'acclimatation n'a pas été facile, nous dit-il. Je me rappelle bien le jour Je me rappelle, nous avions l'habitude d'aller rôder aux alentours des restaurants, attendant que les clients finissent de manger pour venir prendre les restes. Et un jour, nous étions là à attendre deux clients qui mangeaient. Dès qu'ils se sont levés, nous nous sommes précipités vers la table. Chacun a pris quelque chose et moi, j'ai pris la bouteille de bière. Je ne savais pas que c'était de la boisson alcoolisée. Depuis lors, mes camarades n'arrêtent pas de se moquer de moi. Après avoir mémorisé le Coran, Ousmane Diaw se tourne vers la couture. Un métier qu'il voulait exercer, mais qu'il a dû abandonner à cause des difficultés sociales. Aîné de sa maman, orphelin de son papa depuis l'âge de 6 ans, Ousmane Diaw a passé plusieurs nuits à la Belle Étoile. Autant d'éléments qui le motivent aujourd'hui à aller de l'avant. J'étais sans abri. Quelqu'un m'hébergeait aujourd'hui, un autre le lendemain. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. J'ai passé plusieurs nuits à la Belle Étoile, resté des mois sans avoir de quoi manger et d'autres choses. Il y a des choses que je n'ose même pas révéler, mais je rends grâce à Dieu. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'est de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ma maman parce que j'ai perdu mon papa très tôt en 2006. J'avais 6 ans et je suis l'aîné de ma maman. Son rêve de devenir tailleur ne se concrétise pas. Il commence la vente de chaussures en 2017 grâce à un de ses amis qui était déjà dans le milieu. C'est après cela que j'en ai parlé à un ami avec qui j'étais au Dara et qui était déjà dans le business des chaussures. Nous étions ensemble tout le temps et je le voyais souvent appeler sa maman à qui il disait d'aller récupérer un sac de riz qu'il a payé à la boutique. Je me suis dit que ce qu'il fait, je peux aussi le faire. Je l'ai appelé, je lui ai dit de m'insérer dans le business. Ousmane Diaw emploie 8 jeunes dans sa boutique avec chacun sa mission. Son rêve, faire travailler le maximum de jeunes possible. J'ai beaucoup de projets. Compte tenu de là où je viens, mon rêve, c'est de voir tous les jeunes travailler. Vous avez vu que dans ma boutique, il y a 8 jeunes qui travaillent avec moi. Certains gèrent la livraison, d'autres gèrent les factures, d'autres les réseaux sociaux et le site, et d'autres le rangement et la propreté de la boutique. Il m'arrive moi-même de faire toutes ces tâches-là. Si demain, je dois aller vendre de l'eau dans la rue, je vais le faire parce que pour moi, l'essentiel, c'est de gagner ma vie avec dignité. Et ça, je le dois à mon passage au Dara. Bientôt une deuxième boutique et bientôt sa propre marque de chaussures. Pourquoi pas? Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Rendez-vous demain à 19h45.